post-traumatique qui est en tournée dans le nord de l'Ontario ces jours-ci. Elle s'appelle Jennifer Mignot. Elle rencontre des vétérans et leurs familles. On discute des ressources disponibles pour leur venir en aide. Elle s'intéresse particulièrement aux vétérans francophones et autochtones qui vivent hors Québec. Bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-moi de la situation de votre conjoint. En fait, mon conjoint a servi 25 ans au sein des Forces armées canadiennes. Il a été artilleur et dans la narine aussi également. Il est blessé physiquement de par ses fonctions, mais aussi il est blessé par un syndrome de stress post-traumatique. Et au début de toute mon aventure, si vous voulez, à titre de militante, j'ai été mariée aussi 15 ans à un militaire qui a été dans l'aviation et qui était aussi blessé par un syndrome de stress post-traumatique. Donc, ça fait 20 ans, grosso modo, que je côtoie le syndrome de stress post-traumatique. Et là, vous êtes devenue aidante naturelle pour votre conjoint, c'est ça? Mais en fait, l'aventure a commencé il y a quelques années quand j'ai tenté d'interpeller le ministre Fantino l'ancien ministre des Anciens combattants, afin justement de lui faire part de ma détresse à titre d'aidante naturelle. Parce que à ce moment-là, j'avais dû quitter mon emploi pour m'occuper de mon ex-mari et j'étais face à une situation que je ne comprenais pas. Donc, ma détresse et celle de notre famille, elle était immense. Ouais. Et là, qu'est-ce que M. Fantino vous avait dit à l'époque? Mais à ce moment-là, il m'avait ignoré. Il m'avait ignoré totalement et ça a été le début pour moi de l'aventure au niveau de la revendication parce que j'ai entendu donc les deux autres dames qui ont parlé avant moi et je me reconnaissais énormément dans leurs propos, à quelques différences près évidemment, mais il faut comprendre que quand on vit avec quelqu'un qui est blessé par un syndrome de stress post-traumatique, on fait face à une blessure à laquelle, comme civil, on n'est pas préparé et qui a des particularités propres auxquels il faut être préparé si on veut pas être le dommage collatéral de ces guerres-là, de ces missions-là et surtout de cette blessure-là. Oui, les dames tout à l'heure parlaient du fait que quand on devient aidant naturel d'une personne, souvent c'est le diagnostic tombe sur une personne, par exemple votre conjoint, mais c'est les gens autour là également qui doivent apprendre à vivre avec. Comment est-ce que vous avez appris à vous adapter à ce syndrome post-traumatique? Oh mon Dieu, je me suis adaptée au coup de bien des larmes. Parce que, je veux dire, il fallait comprendre que quand le diagnostic arrive, la blessure est déjà là. Elle est déjà installée depuis souvent longtemps. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'on vit. Dans mon cas, à moi, à ce moment-là, c'était 3-4 cauchemars par nuit, par exemple. Donc, quand j'entendais que la personne, tantôt d'Alzheimer, se levait 3-4 fois par nuit, 15 minutes, mais je me reconnaissais là-dedans parce que moi, c'était des cauchemars. Puis des cauchemars, là, pas juste des cauchemars. C'est de la terreur, là. De la terreur. Et ça, c'est un symptôme. Maintenant, il y avait la paranoïa, l'hypervigilance, la méfiance du reste du monde, la surmédication, parce qu'il faut le dire, nos vétérans, je veux dire, c'est un fléau que de les surmédicamenter comme pour endormir, puis endormir toutes leurs émotions. Donc, ce qui reste, c'est la dépression majeure qui est débilitante en quelque sorte, puis la colère extrême. Les seules émotions qu'ils peuvent ressentir à une certaine époque, c'est la colère. Donc, on devient la seule personne qui tient une personne en vie parce qu'on est les seuls à reconnaître les personnes avec lesquelles on est tombé en amour ou qu'on aime. Puis on finit par être dans une position où est-ce qu'il faut défendre, expliquer, justifier, puis dans un mouvement où est-ce que la réhabilitation, elle est difficile et exigeante. Donc, on finit par être totalement isolé et de tous côtés. Et c'est surtout l'isolement qui fait en sorte qu'à un moment donné, justement, on tombe dans le cercle vicieux, puis on devient comme emprunt, si je peux m'exprimer ainsi, des difficultés auxquelles on est confronté. Oui. Tout à l'heure, mesdames parlaient d'un deuil de la personne avec qui on avait choisi de passer notre vie. Est-ce que vous avez vécu ça? Il y a deux situations. Moi, dans mon cas, non. Moi, j'ai rencontré un vétéran.
qui était déjà voilà. blessé sans avoir de diagnostic. Donc, moi, j'ai rencontré le vétéran. Mais il est vrai que je connais, d'un bout à l'autre du Canada, des femmes militaires qui ont connu, donc, leur conjoint partir en mission, puis qui ont dit, il était comme ça avant, il est revenu différemment après. Puis souvent, d'ailleurs, les militaires eux-mêmes vont dire qu'une partie de leur âme est restée là où la blessure a eu lieu. Ouais. Donc, oui, il y a un deuil à faire, mais dans notre cas, il y a surtout accepté la nouvelle réalité. Ouais. Parce que dans tout ça, il y a de l'espoir chez nous. Et c'est ça là, la différence avec l'Alzheimer. Dans notre cas, avec le syndrome de stress post-traumatique, il y a de l'espoir. Est-ce que votre conjoint va mieux aujourd'hui? En fait, mon ex-mari, qui est toujours dans ma vie, là, avec voilà. qui j'ai toujours des contacts et que je prends toujours soin. J'étais la seule personne pendant 15 ans et c'est triste à dire, mais toujours aujourd'hui, puis 2 ans après notre divorce, il n'y a toujours pas beaucoup de personnes autour de lui. Le contact social est difficile, il travaille fort là-dessus, mais oui, il va bien parce que finalement, il a remplacé ses médicaments par le cannabis médicinal qui a fait toute la différence dans son cas. Il a travaillé fort en thérapie, évidemment, mais surtout, il a décidé d'améliorer sa qualité de vie. Et là, Et il n'a plus conjoint, besoin d'aide en naturel maintenant. Pas de la même façon qu'il en avait besoin il y a 10 ans. Mm-hmm. Mais oui, parce que là, maintenant, il y a entre le syndrome de stress post-traumatique, il y a aussi la dépression majeure qui s'installe, hein, qui écrase énormément quelqu'un. Donc, la notion d'aidant naturel aujourd'hui, dans son cas, ça pourrait se résumer ou s'expliquer à avoir besoin d'une présence auprès de lui pour l'inciter, pour le motiver, pour lui donner un environnement qui va continuer à lui donner le goût de s'en sortir. Et ça, c'est un des grands défis. Dites-moi, avant qu'on termine, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, vous êtes en tournée dans le nord de l'Ontario, à North Bay, Sudbury et Sault-Sainte-Marie. Parlez-moi de ça. Écoutez, je rencontre des familles absolument extraordinaires, autant anglophones que francophones, qui finalement parce que à titre de membre du comité des familles aviseurs d'anciens combattants, je sens que j'ai une responsabilité aussi de comprendre la réalité et les défis de nos familles. Donc, effectivement, les familles que je rencontre ici sont généreux, m'ouvrent leurs portes et me parlent de leur réalité du nord de l'Ontario, souvent dans la prestation des services en français, par exemple, ou au niveau de leurs difficultés avec Anciens combattants Canada, qui est un vrai fléau là, pan-canadien. Mais Madame Gianni Mignot, militante pour les familles de militaires, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est déjà tout pour l'émission pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a une dernière petite réponse à notre question du jour? Ah, ben écoutez, moi, j'allais surtout parler du Temple de la renommée du hockey, donc qui pourrait accueillir de nouveaux membres. Aujourd'hui, on peut en accueillir jusqu'à 4. La décision sera rendue publique à 15h aujourd'hui. On surveille ça. Martin Brodeur